Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous tenir un propos directement philosophique, hors politique en quelque sorte, à propos de l'art et en particulier de la musique dont je vous proposerai tout à l'heure, vous définirez tout à l'heure le titre exact. Mais cette réflexion sur la musique s'intègre dans une réflexion sur l'art en général que j'ai présentée dans un livre qui s'intitule L'art et la vie, qui est paru aux éditions Le Temps des Cerises, et dans lequel je m'insurge en quelque sorte comme une conception formaliste de l'art, qui prétendrait que l'art est indépendant, bien entendu, de ses racines vitales. Alors, la thèse que je défends, c'est que l'art, au contraire, s'enracine dans la vie, l'art et la vie, mais qui le fait de telle sorte qu'il sublime cette vie, au point de lui donner une forme qui paraît échapper précisément à la vie. Donc il faut faire le travail intellectuel à rebours, qui consiste à, tout en partant de cette forme, avec sa spécificité, montrer qu'elle est en fait une transposition d'une vie, disons, en quelque sorte originelle. Alors, cette thèse, je vais l'appliquer à la musique, en présentant donc un exposé sous la forme d'une question, qui va vous paraître curieuse. La musique est-elle inexpressive? Bon. Alors, pour préciser davantage et prolonger mon propos antérieur, je vais donc m'intéresser à la façon dont le philosophe Spinoza, disciple de Clément Rosset, c'est un philosophe contemporain, donc je vais m'intéresser à ce qu'il nous dit de la musique dans son livre, dont le titre est assez curieux, L'inexpressif musical. Alors, sa conception de celle-ci est, je vous le dis, totalement impertinente, par rapport à ce qu'on en pense généralement, et bien entendu, elle contredit radicalement ma propre conception, liée à celle que j'ai de l'art en général, dont je vous ai parlé tout à l'heure, car je ne vois pas comment la musique pourrait faire exception à l'essence universelle de celui-ci, l'art, telle qu'elle doit être comprise désormais, par-delà ses spécificités esthétiques propres, selon les genres artistiques auxquels on a affaire, bien entendu. Mais avant de la réfuter, présentons-la, même brièvement, avec rigueur et honnêteté, sans quoi le débat n'aurait guère de sens, bien entendu. On peut partir de la manière dont Stravinsky, qui le reprend totalement à son compte, a pris position à ce sujet. Stravinsky, musicien connu, disait « La musique, par son essence, est impuissante à exprimer quoi que ce soit, un sentiment, une attitude, un état psychologique. » Proposition radicale, curieuse, mais qui rejoint, malgré tout, celle de nombreux musiciens contemporains, je dis bien, comme Boulez ou d'autres, qui, dans leur travail de musicien, fabriquent en quelque sorte un monde sonore original en utilisant des procédés machiniques ou mécaniques, d'où l'affectivité semble absente, voire délibérément exclue, et dont l'intelligence, aidée bien entendu de l'oreille, paraît constituer le principe créateur. Pensons à l'extrême, à ce qu'on appelle aujourd'hui la musique électronique. Bon. Or, Spinoza se situe directement dans cette option, dont il faut dire que, quand elle est un tant soit peu théorisée, qu'elle relève de ce que Nietzsche a à peu près appelé une théorie d'artiste. Ce type de théorie dont j'ai précisément fait la critique dans mon livre sur l'art et la vie. Lui, par contre, c'est ça qui est curieux, c'est pas un artiste, Spinoza, c'est un philosophe, et il peut donc, à bon droit, porter cette conception au concept, quitte à la répéter à son niveau sous une forme plus sophistiquée. Il répète à son niveau une théorie d'artiste. Ainsi, la musique se réduit pour lui à une suite de sons, je dis bien une suite de sons, qui nous plaisent et nous apportent une joie réelle, mais totalement spécifique, et qui surtout, alors c'est ça l'important, n'ont aucun sens ou aucune signification humaine. Mais ce n'est pas pareil, j'y reviendrai. En tout cas, absence du sens ou de la signification. Elle n'exprime pas d'idées, ce qu'on peut admettre bien entendu, mais tout autant, elle n'exprime pas d'émotions, de sentiments ou d'états psychologiques. Elle n'exprime donc rien, sauf elle-même, sur un plan sonore,
mais alors dans une circularité que je qualifie d'absurde, où l'idée d'expression cesse de valoir sur un simple plan sémantique, toute expression visant par définition à extérioriser et à communiquer un contenu autre que lui-même. La musique ici est donc vide de sens, elle est plate, sans au-delà d'elle-même, ou sans en deçà d'elle-même, sans fond susceptible de lui donner un contenu minimal immanent qui, en quelque sorte, la dédoublerait un tant soit peu et ne la réduirait pas à une simple surface sonore, se déployant et livrée dans le temps. C'est une surface temporelle. Bref, et on peut le dire ainsi, en sachant que Spinoza est un disciple de Rosset, pour qui le réel est idiot, ce qui se laisse concevoir quand on est un croyant, mais pour lui, non seulement pour Spinoza, le réel est idiot, mais la musique est elle-même idiote, comme ce réel. Or, je voudrais contester, je vous le dis tout de suite, radicalement cette conception, qui est elle-même radicale, ce qui autorise, j'en profite pour vous le dire, ma propre radicalité, et d'abord en éliminant, j'ai vaguement fait allusion tout à l'heure, le concept de signification. Celui-ci convient au langage ordinaire ou théorique. Il implique la transmission d'idées, ce qui n'est pas vraiment le cas, bien entendu, de la musique, sauf lorsqu'elle se met au service d'un message, comme dans le chant religieux ou la musique d'opéra. C'est donc seulement celui de sens qu'il faut garder. On élimine la signification, à condition de bien le comprendre et de comprendre sa nature et sa place dans la musique. Ce qui la rapproche, je vous le dis tout de suite, clairement d'autres arts, comme la poésie ou la peinture. Pas la littérature, la poésie ou la peinture. Celui-ci est fondamentalement ce sens affectif, émotionnel ou sentimental. Affectif, émotionnel ou sentimental. Et même Kant, pourtant très peu moderne dans sa réflexion esthétique du fait de son spiritualisme, considérait, figurez-vous, la musique comme le langage des émotions, à condition de bien saisir son rapport au son, c'est-à-dire aux notes et à leur agencement. Ce fond ne leur est pas, ou ce sens ne leur est pas extérieur, comme une signification l'est par rapport au langage. Il leur est au contraire intérieur, mieux, il leur est inhérent. Le sens de la musique est inhérent à celle-ci. Plus encore, la musique est ce par quoi ou en quoi cette affectivité, à la fois existe hors de son créateur, bien entendu, s'exprime et se manifeste à nous. C'est pourquoi toute tentative de traduire ce contenu ou ce sens affectif en mots est un peu vaine, vouée à l'approximation. C'est simplement l'écoute au présent d'un morceau de musique qui nous met en présence de ce contenu, nous le révèle, si l'on veut, ou, plus rigoureusement encore, nous le fait vivre ou revivre, puisqu'il est déjà là, et que la musique nous en communique la réalité vivante. Et ce sens, on peut aussi le comparer à ce qui peut se passer dans le domaine de la poésie. Je pense au poème de Valéry, le cimetière marin, quand il évoque un vers de lui, là, 2 vers de lui, il évoque le cimetière marin comme composé d'or, de pierre et d'arbres sombres, où tant de marbre et tremblant sur tant d'ombre. Bon, c'est pas simplement de beaux sons, c'est aussi l'évocation d'une sensibilité méditative qui est celle de Valéry par rapport à l'univers, bien entendu, d'un cimetière et donc de la mort qui lui est, bien entendu, proche. Bon. Donc cette impossibilité de traduction conceptuelle, linguistique, exacte, ne signifie pas qu'il n'y ait pas un sens, ou, si l'on préfère, je dirais, du sens dans la musique, mais celle-ci est la seule manière grâce à laquelle il peut être dit, entre guillemets, et communiqué, un peu comme un poème, exprime des sensations fugitives ou des sentiments que grâce à une forme verbale ici qui lui est propre. Je vous ai parlé tout à l'heure de Valéry.
La musique est donc bien un langage, celui de l'affectivité, figurez-vous, mais ce que j'appellerais un langage muet, en quelque sorte, car spécifique, et replié sur lui-même, enfermé dans des sons, et qui dit, entre guillemets, ce que le langage ordinaire ne peut dire. Eh oui. Je donnerai donc raison au directeur de l'Opéra de Paris, Philippe Jordan, quand il affirme ceci: la musique est par essence le médium qui permet d'exprimer des choses pour lesquelles la parole est impuissante. Et disant cela, il rejoint un philosophe, pourtant spiritualiste, et très éloigné des bases à partir desquelles je réfléchis, à savoir Bergson, mais qui disait d'une manière, à mon avis, très juste et même magnifique, dans le rire, que la musique, je le cite, nous révèle des nuances de sentiments qui sont en nous et que nous ignorons. Elles sont en nous, mais nous les ignorons parce qu'il y a deux moi en nous. Il y a le moi social, il y a le moi profond, et le moi social nous masque notre moi profond. Traduisons. Seule elle nous les révèle, ces sentiments, ces nuances de sentiments, en nous les faisant vivre ou revivre plutôt consciemment. Et si l'on veut, nous les comprenons alors. Mais en ce sens très précis, qui n'est pas vraiment intellectuel, qui décompose le verbe comprendre dans une perspective donc non intellectuelle, comprendre, prendre avec. Dans ce cas, en effet, nous prenons les sentiments qui sont de la musique avec nous, nous nous les approprions, nous coïncidons même avec eux dans une effusion affective liée à une simple écoute. Enfin, j'ajoute que ce sens n'est pas fixe ou univoque, c'est important, comme celui d'une proposition scientifique. Dans sa réception, il fait l'objet d'une interprétation liée à la subjectivité du lecteur. En l'occurrence, ici, le lecteur, c'est un auditeur. Et cette interprétation est bien entendu, d'une manière générale, non seulement liée à la personnalité du créateur de la musique, mais aussi aux conditions historiques dans lesquelles il s'exprime. Un athée, par exemple, ne sera pas ému par un chant liturgique à la gloire de Dieu, comme un croyant fervent, mais il sera quand même ému, c'est mon cas, je vous le dis tout de suite. Et on peut entendre la plus belle musique religieuse des XVIIe et XVIIIe siècles, Bach, Monteverdi, Vivaldi, etc., d'une autre manière que ces auditeurs de l'époque, imprégnés massivement de religion, le faisaient. Un sens vécu précisément peut être vécu de différentes façons, et en quelque sorte, revisiter, réactualiser, réapproprier, disons, réinterpréter. Mais, point important tout de même, qu'est-ce qui nous prouve que cette thèse d'ensemble est vraie et que celle de Spinoza est fausse? Car si je n'avais pas de preuves ou de quasi-preuves, disons, je ne pourrais m'autoriser à soutenir cela et à rejeter vigoureusement Spinoza, quel que soit d'ailleurs le brillant de son écriture, qui est incontestable, brillant qui peut séduire, mais ne justifie en rien ce qu'il dit. Alors, je vois d'emblée deux arguments, dont le second est bien une preuve, à mon avis, tirée de l'anthropologie scientifique d'aujourd'hui. Mais d'abord, le premier argument. Comme toute œuvre d'art, l'œuvre musicale, y compris dans ses détails, est l'effet d'un sujet créateur, doté, disons, d'une affectivité, et surtout d'une intention qui n'est pas simplement formelle ou esthétique, comme respecter les règles de composition, ajuster telle note, ou tel passage à l'ensemble, etc., mais qui tente à exprimer, alors consciemment ou pas, un état affectif, lui-même conscient ou pas. Et c'est pourquoi elle a bien un sens qui la dédouble en quelque sorte au-delà de ses sons, un sens en elle-même, et pas seulement par l'effet émotionnel qu'elle produit, elle en produit un, mais ce n'est pas simplement cet effet qui lui confère un sens. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre, un exemple très simple, trop simple peut-être, mais enfin il parlera. Quelle différence y a-t-il entre une peur, émotion,
produite par un coup de tonnerre et un coup de cymbale à un moment donné d'une symphonie de Beethoven. Le premier résulte de la nature qui ne l'a pas voulu. Celle-ci n'est pas un sujet doté d'intention, et la peur que le coup de tonnerre produit en tout un chacun n'est qu'une conséquence mécanique, inintentionnelle de son déploiement. Elle n'a pas de sens particulier. Le coup de cymbale, lui, dans la symphonie en question, a été intentionnellement voulu par son auteur, Beethoven. Non seulement, alors faites attention, dans l'organisation formelle de tel passage de la musique, mais pour une raison esthétique donc, mais pour signifier un élément affectif, la peur ou l'angoisse dont la symphonie, ici, était porteuse à cet endroit, quitte à ce que ce processus affectif soit inconscient, mal maîtrisé, si vous voulez, par la conscience elle-même, bien entendu, tout en inspirant réellement le musicien. La musique, dans ce cas, mais on peut, je crois, extrapoler le propos, ne se contente pas, donc j'insiste, de provoquer ou de produire une peur extérieure à elle. Elle nous la communique, ce qui n'est possible que si elle la contient à sa manière en elle-même. Une œuvre esthétique, j'insiste fortement, ne peut susciter une émotion, un sentiment, etc., si elle ne la possède pas dans sa texture même, alors que c'est une texture sonore. C'est pourquoi le parallèle que fait Spinoza, vous voyez, et je le dis alors là un peu brutalement, et le parallèle qu'il fait entre l'idiotie du réel, selon Rosset, idée que je partage, je le dis, et celle de l'œuvre musicale en tant qu'œuvre d'art, produite par un sujet humain, n'a pas de sens. Et ce parallèle, il est lui-même idiot. Le réel, pour un incroyant, est bien idiot, donc j'en suis totalement convaincu, n'ayant été intentionnellement créé par nul esprit transcendant qui le doterait d'une fin significative quand on pense tout cela dans l'horizon de l'athéisme. Mais par contre, une œuvre d'art, qu'on soit croyant ou incroyant ici, a été, elle, intentionnellement voulue par un esprit, précisément, ce qui lui donne d'emblée un sens et exclut qu'elle soit idiote, y compris au sein d'une réalité d'ensemble mondaine considérée comme idiote. C'est là, je parle de l'œuvre d'art, son statut ontologique qu'on ne saurait occulter sans mauvaise foi ou, à mon avis, sans rien y comprendre. Et excusez-moi du propos qui va suivre pour conclure sur cela, ce qui est idiot, donc, et intellectuellement s'entend bien entendu, ce qui est idiot, à savoir absurde en soi, idiot, absurde en soi, c'est bien la thèse de l'idiotie intrinsèque de la musique, je m'excuse pour Spinoza. Mais il y a un autre argument qui s'apparente bien ici à une preuve selon moi. Il implique que l'on comprenne désormais l'œuvre d'art en général, donc l'œuvre musicale aussi, et malgré ce qui semblerait en faire une exception, comme une production humaine qui s'enracine dans la vie de son créateur, envisagée sous ses différentes facettes, biologiques, psychologiques, historiques, j'en ai parlé tout à l'heure pour la musique religieuse, et qui n'a donc pas de position d'extraterritorialité par rapport à cette vie la plus empirique qui soit. Je tiens à rappeler, du coup, que la révolution théorique qu'ont apporté les sciences humaines, anticipées ou amorcées par les grands penseurs du XIXe siècle, je le rappelle, Feuerbach, Nietzsche, Marx, Freud, et dont j'ai parlé dans mon livre précisément sur l'art et la vie, eh bien cette révolution théorique, ou ces auteurs, si vous voulez, qui en sont les initiateurs, nous obligent à partir de cet enracinement pour comprendre en profondeur les diverses formes de conscience, même quand elles paraissent échapper à la vie. Donc, elles nous obligent à nous décentrer, faites attention, par rapport à la conscience immédiate que nous avons de nous-mêmes, de ce que nous faisons ou de ce que nous apprécions, et cela vaut aussi pour le créateur, pour le musicien.
Cela est donc vrai de la conscience esthétique, j'y insiste, tant du côté du créateur que du côté du récepteur, et bien entendu du côté de l'œuvre d'art en elle-même, qui n'est en rien objective et impersonnelle, à la façon d'une réalité qui échapperait à la subjectivité humaine et serait en quelque sorte produite mécaniquement et sur un plan purement formel. Citons quoi ? La science, je vais vous parler de Nietzsche à nouveau, que je trouve assez formidable dans ce domaine. La science est un trouble fait par rapport à notre vision spontanée des choses. C'est Nietzsche qui dit cela. Et c'est pourquoi il a pu affirmer cette chose étonnante qui demeure dans ma mémoire, que la musique, je le cite donc, est le moyen offert aux passions de jouir d'elles-mêmes. Le moyen offert aux passions pour jouir d'elles-mêmes. Or, Spinoza paraît ignorer tout cela, se contentant de son expérience consciente de la musique pour théoriser sur elle et prétendre atteindre son essence. Or, la conscience de soi, dans ce cas-là, n'est pas une connaissance de soi. Voyez, elle n'atteint pas l'essence du processus créateur de la musique ou de l'œuvre musicale elle-même, quand on l'écoute. Il y a là, de la part de Spinoza, un égocentrisme en quelque sorte réflexif ou spéculatif que je dénonce régulièrement et qui est inexcusable, vous voyez. Non seulement c'est inexcusable, mais cet égocentrisme le fait verser dans l'illusion, vous voyez, c'est-à-dire aussi, dans ce cas-là, dans l'erreur. Illusion, ici, égale erreur, erreur sur soi et erreur sur l'œuvre que l'on entend. Ainsi va la philosophie, vous ne serez pas étonné de ce dernier propos, ainsi va la philosophie quand elle refuse la modernité intellectuelle, laquelle consiste à se mettre à l'écoute des sciences, je le dis souvent, ici des sciences humaines, pour dire le vrai à son niveau, sur le réel, et donc aussi, dans ce cas, sur l'art musical. Merci.